Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs du Net. Nicolas James du Journal du Net sera à mes côtés tout au long de cette émission. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct sur Décideur TV, le Journal du Net, mais également Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité. Aujourd'hui justement, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Daruty, directeur exécutif de Prisma Média Digital. Bonjour Monsieur Daruty. Bonjour. Alors on le rappelle, Prisma, célèbre groupe de presse qui compte notamment Capital, Management ou encore Gala. Alors on commence tout de suite avec la question de Thierry Amar, président d'Offre Média. Frédéric Daruty, comment allez-vous développer la monétisation des sites de chez Prisma ? C'est la question qu'on se pose tous quand on arrive sur le métier du digital. Chez Prisma, on a choisi depuis plusieurs années de travailler plusieurs axes et c'est ceci qu'on va développer. Donc c'est un modèle de diversification des revenus, modèle publicitaire et modèle B2C, c'est-à-dire qu'on vend nos contenus à nos utilisateurs. Au sein du modèle publicitaire, il y a bien sûr le display qui existe et qui pèse quand même la majeure partie de nos revenus publicitaires. Mais on travaille de plus en plus la diversification au travers de la vidéo, au travers du mobile, au travers des nouveaux modèles de display liés au RTB, donc RTB, Real Time Bidding, ou les enchères de la vente de la publicité. Mais je voulais aussi pas négliger la partie vendue aux consommateurs. C'est quelque chose qui progresse, qui reste encore aujourd'hui sur le web et chez nous minoritaire. Il s'agit des e-magazines, de la syndication de contenu, de la vente à l'article ou de la vente sur les nouveaux supports, notamment le mobile, et au travers des outils que proposent des acteurs comme Apple, permettent d'avoir une transaction assez fluide pour l'utilisateur. Mediapart, mis à part, les groupes médias ont un peu du souci à trouver une offre payante qui fonctionne. Vous croyez au payant sur Internet ? Alors, en fait, ça dépend du type de contenu. C'est-à-dire que forcément, il y a des modèles qui ne fonctionneront pas, ou il y a des types de contenus qui sont déjà accessibles et de valeur pour tout le monde sans qu'ils soient payants. Par contre, il y a des contenus de qualité. Il y a des acteurs comme le New York Times qui l'ont montré que ça peut fonctionner. Nous, on a lancé récemment Harvard Business Review, le magazine en version française en France. Et on a mis en ligne aussi un site transactionnel avec du contenu payant. Alors, c'est une cible plus limitée, mais le modèle payant fonctionne. Il y a un intérêt par la qualité du contenu pour les utilisateurs. Et on commence à avoir des packages. Je ne dis pas que c'est juste mon contenu en ligne, mais des packages qui intéressent les utilisateurs. Un accès magazine plus contenu supplémentaire en ligne. Mais les revenus du digital sont encore minoritaires, on le sait, comparé finalement aux revenus de la presse traditionnelle. Alors comment faites-vous pour développer ces revenus ? Alors il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir pour pouvoir y arriver. Déjà il faut un contenu de qualité et on pense être plutôt bien placé pour le faire. Ensuite il faut des outils de lecture qui soient corrects pour l'utilisateur. Il faut des outils transactionnels qui soient efficaces, un parcours client qui permet de fluidifier. Aujourd'hui, l'exemple, je l'ai déjà cité, je ne vais pas leur faire trop de publicité non plus, mais Apple le fait très bien. iTunes, c'est un modèle qui fonctionne vraiment très bien et le parcours permet d'avoir une transaction très rapide. À partir du moment où le contenu de qualité est reconnu, l'utilisateur effectue une transaction très rapidement. Donc c'est récent parce que c'est forcément lié aux nouveaux outils, le mobile, la tablette. Il n'y a pas encore un usage hyper développé. Apple n'est plus l'ultra leader qu'il était à une certaine époque, donc il faut aussi qu'il y ait des usages qui se développent sur certains autres types d'opérateurs. Mais on est plutôt confiant sur l'avenir sur ce modèle. Est-ce qu'à terme, finalement, on pourrait imaginer que les revenus du digital soient peut-être plus importants que ceux de la presse et peut-être sauver la presse qui, on le sait, souffre? Je ne sais pas s'il faut sauver la presse. La presse va quand même très bien. Hein. Aujourd'hui, juste pour mémoire, il y a à peu près 90% de notre chiffre d'affaires qui est fait grâce à la presse chez Prisma, que ce soit sur la vente de magazines ou la publicité. Donc ça reste encore important. Certes, c'est plutôt un peu en déclin et tout ce qui est digital progresse. Aujourd'hui, il y a différents modèles. Il faut exploiter tous les modèles. Comme je vous disais au début, nous, ce qu'on cherche, c'est la diversification. C'est ce que j'ai mis en place en arrivant chez Prisma il y a 3 ans. On peut gagner de l'argent par plein de modèles différents et ce qu'il faut, c'est utiliser toutes les audiences qu'on peut avoir sur les modèles publicitaires, CPM, coût pour 1000, le coût au contact, la performance, les bases email et tous ces éléments complémentaires qui permettent d'avoir en fait
bien valoriser auprès des utilisateurs son audience. Cette stratégie assez ambitieuse, elle nécessite quand même des investissements assez lourds, j'imagine. On a vu récemment la liste des bénéficiaires du fonds Google. J'ai été surpris de ne pas voir Prisma Media. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas candidaté ou en tout cas été parmi les bénéficiaires? C'est une très bonne question. Alors il y a un prérequis pour pouvoir en bénéficier, c'est d'être ce qui s'appelle IPG, Information Politique Générale. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui... Slate est parmi les bénéficiaires et ils ne sont pas dans la catégorie IPG. Hein. Alors ça m'étonnerait, je pense qu'ils doivent l'être, le site doit l'être. D'accord. Ouais. C'est un prérequis, en tout cas on ne peut pas déposer de dossier sans l'être et aujourd'hui on n'a pas de site qui ont cette qualification. Il semblait que les pure players, d'accord, ok, je vérifierai, mais d'accord, ok, c'est la raison pour laquelle, d'accord. Vous vendez encore beaucoup de magazines, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer sur Internet du contenu? Est-ce qu'à l'avenir vous prévoyez de développer les contenus payants numériques? Est-ce que voici, par exemple, parce que vous évoquez l'exemple de la Harvard Business Review, effectivement c'est un contenu de qualité, mais est-ce que des contenus plus grand public qui sont déjà fournis par des pure people et compagnie, est-ce que voici pourrait par exemple faire du payant? Alors le contenu de Voici, c'est le bon exemple entre un contenu très creusé par des journalistes qui font des enquêtes pendant très longtemps et un contenu de news très immédiat et beaucoup plus court. Bien évidemment ce contenu-là, ça va être difficile de le faire payer maintenant, il est accessible à tout le monde. Maintenant ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des fonctionnalités supplémentaires, des éléments de personnalisation qui font qu'un internaute a envie d'avoir exactement l'information qu'il souhaite par rapport à ce qu'il cherche, à son profil, en disant, un exemple tout bête, je veux l'information uniquement sur le people, telle ou telle personne. Je veux quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et là, on fait payer un service et je pense qu'en effet, il y a un avenir dans ce modèle. Mais ce n'est pas le contenu tel qu'il est aujourd'hui. Et quel est le meilleur levier de croissance finalement sur le numérique? Est-ce que c'est plutôt la vidéo? Est-ce que c'est plutôt Internet, le mobile? Qu'est-ce qu'on peut monétiser le plus? Alors, il y a des tendances. C'est difficile de dire qu'est-ce qu'on peut monétiser le plus. Aujourd'hui, on voit que le mobile, c'était typiquement le support qui est sous-monétisé par rapport à son audience. L'usage digital se fait maintenant majoritairement sur des supports mobiles. Et d'ailleurs, on le voit sur Télé Loisirs. Aujourd'hui, on a plus de visites par jour sur tous nos supports mobiles de Télé Loisirs, soit tablette, mobile, que sur le site, qui est déjà très puissant, parce qu'on parle d'1,5 million quand même par jour. Donc, en taille de marché, on n'est pas du tout dans ces ratios-là. Hein. Le marché du mobile va faire normalement plus de 100 millions d'euros cette année. Le marché du display web, il fait entre 7 et 800 millions. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense que le mobile a vraiment un avenir, ça c'est certain. Des vidéos, quel contenu pour le mobile? Alors, la vidéo, c'est certain, est un contenu d'avenir. On a, nous, de notre côté, vous investi. Avez un studio, vous avez voilà, investi exactement. On a investi sur ce sujet, alors qu'on était quand même d'origine print. On a un studio, il y avait une personne quand je suis arrivé, maintenant il y a 5 personnes qui travaillent. On crée nos propres contenus. Sur Télé Loisirs notamment, nos propres séries, parce qu'on voit bien qu'il y a un usage. Ça marche bien en termes d'audience? Alors on en a lancé une récemment qui marche très bien, qui s'appelle Dans le sac 2, animée par Malika Ménard sur Télé Loisirs, et qui obtient un très bon succès, puisqu'on parle de vidéos qui font environ 100 000 streams pour les premières. Et là, on vient de lancer juste une série qui s'appelle Max le supporter sur Télé Loisirs, aussi en vue de la Coupe du Monde, et qui paraît très prometteur. Je vous conseille de regarder, c'est assez sympa. C'est plutôt entertainment, mais c'est très sympa. Et donc, à terme, l'ambition, c'est finalement de devenir un producteur de vidéos à part entière, peut-être pour Prisma ou... Alors, on ne peut pas vraiment dire, parce qu'un axe fonctionne, on va faire que ça. L'ambition pour le groupe, c'est quoi? C'est développer plus la presse ou se développer vraiment l'aspect numérique? Le groupe a pour ambition de faire des contenus. C'est un éditeur de contenu et le format finalement c'est pas une problématique qu'on en a, bon, il faut savoir l'adresser. Aujourd'hui on voit que la vidéo est un format qui progresse, donc on investit dedans, mais on néglige pas la presse bien évidemment et tout le contenu écrit. L'enjeu pour nous c'est aujourd'hui que tout le contenu qu'on écrit destiné à la presse puisse être réutilisé pour tous les supports. Ça, c'est vraiment l'enjeu. C'est parce qu'on produit quand même plus de 20 magazines hebdomadaires, mensuels ou des hors-séries qui font énormément de volume, qui demandent beaucoup de production. Ce qu'il faut, c'est que tout ce contenu, on puisse l'utiliser sur tous les supports. Comment on articule les marques sur les différents supports? Est-ce que vous avez des stratégies précises? Est-ce que vous dupliquez les contenus finalement ou est-ce que c'est de la valeur ajoutée à chaque support?
Alors, bien évidemment, il faut chercher une approche spécifique, marque par marque, support par support. Ça saurait depuis longtemps s'il suffisait de reprendre le contenu d'un magazine, de le mettre en ligne. Les attentes sont très différentes par support, hein, les gens passent moins de temps. Quand vous regardez une vidéo à la télé, vous passez plus de temps. Une vidéo sur un support mobile, vous passez moins de temps. Donc forcément, le format est plus court. Et sur les contenus entre deux types de magazines, je vous donne l'exemple de Télé Loisirs, qui est évidemment l'histoire à succès du groupe. On est parti d'abord d'une grille de programme qu'on enrichit au fur et à mesure. Et donc, c'est pas tout à fait le même type de contenu. Il est beaucoup plus, il est très interactif, on peut le personnaliser par rapport à des contenus comme Capital où ce sont des enquêtes creusées, fouillées, avec des éléments de preuve. On peut associer par rapport au print beaucoup de sujets qu'on ne peut pas mettre dans un magazine parce que ça ferait trop riche, mais on peut mettre beaucoup plus de photos et beaucoup d'éléments qui viennent étayer le propos. Donc c'est vraiment des approches qui sont très différentes d'un magazine à l'autre. En termes de production de contenu, il y a un nouveau groupe qui fait beaucoup parler de lui récemment, c'est Reworld Media, donc qui a acheté quelques-uns des magazines de Lagardère et qui a un parti pris, on va dire, assez provocateur voilà, Pascal Chevalier nous expliquait qu'à terme, il pensait à fusionner les régies et les rédactions, ce qui, expliquant que c'était le modèle à adopter sur le segment un peu de l'infotainment, du loisir. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche ? En fait, j'ai l'impression qu'il nous copie. Ça, c'est ce qu'on fait. Hein. On a déjà aujourd'hui une régie bimédia, donc on travaille les marques d'une certaine manière. C'est ça qui fait que l'annonceur a confiance. Et puis d'un point de vue rédaction, on a une volonté aujourd'hui de faire en sorte que les rédactions puissent travailler pour tous les supports. Historiquement, elles travaillaient pour le print et au travers des nouveaux outils qu'on va leur mettre en place dans les rédactions, c'est déjà le cas sur une rédaction comme les Femmes Actuelles ou Prima, des rédactions du pôle féminin. Et les journalistes produisent pour quel que soit le support. Donc je pense que Pascal Chevalier, il a un mérite, pour nous, c'est de montrer qu'en partant du web, on a aussi intérêt à avoir du print. Et ça montre qu'il y a aussi un intérêt encore pour une population importante de magazines papier. Est-ce que globalement, ces nouveaux acteurs, Reworld Media ou Webedia, qui a coût d'acquisition maintenant à 20 millions de visiteurs uniques quasiment sur le web, vous effraie ? Non, pas du tout. Je pense qu'ils sont. L'audience est un élément et on y travaille beaucoup et forcément on est très vigilant à garder et à faire grimper notre audience. Maintenant, il y a des valeurs de marque qui comptent beaucoup. J'ai participé à des groupes de consommateurs et quand vous demandez à des groupes sur, par exemple, de la formation People, où est-ce que vous prenez votre information, on a la chance en tant que groupe historique d'être cité beaucoup plus que des marques pure player qui, aux yeux du grand public, n'existent pas vraiment ou ne sont pas encore référents. Peut-être qu'elles le seront. Et le constat vaut également côté annonceur ou pas ? Alors, oui, ça vaut forcément côté annonceur parce que c'est forcément plus rassurant pour un annonceur de s'appuyer sur une marque historique qui véhicule des qualités en termes d'image, qui rassure. Bêtement, quand vous allez dans une ville à l'étranger et que vous voyez McDo, vous savez ce que vous allez trouver dedans par rapport à un restaurant que vous ne connaissez pas. Donc si vous n'avez pas envie de prendre de risques et que vous n'avez pas le guide qui vous dit quel est le bon, vous irez peut-être chez McDo. De la même manière, je ne veux pas dire que je ne vais pas faire de relation avec McDo et nos titres, mais ce sont des références. Et c'est rassurant pour l'annonceur de se dire au moins je suis sûr de trouver tel type de population et de m'adosser à des critères d'image qui sont valorisants pour ma marque. Alors vous le savez, on est en direct et les internautes peuvent réagir. Alors Toto vous demande, est-ce que vous prévoyez des acquisitions dans le digital ? Toto est bien informé sur ce qu'on est en train de faire. On a en effet réalisé plusieurs acquisitions depuis quelques années, plusieurs prises de participation. Évidemment, si on veut arriver à une part de l'activité digitale importante pour un groupe comme Prisma, on est obligé de procéder par acquisition. Donc oui, on va continuer à travailler nos acquisitions. Peut-être pour répondre un petit peu plus en détail, on travaille à des éléments qui soient le plus complémentaires possible de nos activités et en même temps proches de nos activités. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on puisse déployer nos propres compétences. Je prends l'exemple d'Hello Coton, qui est un site féminin qu'on a racheté il y a maintenant 2 ans. On l'a racheté parce que c'était féminin, donc proche de nos audiences féminines de femmes actuelles, et en même temps complémentaire en termes de production de contenu, puisque c'est du contenu réalisé par les utilisatrices qui vient compléter celui que réalisent nos journalistes. Par exemple, pour Hello Coton, est-ce qu'on peut envisager une version print ou... On peut.
Ouais. On peut. Parce que est-ce que finalement on parle du digital et de la presse, mais est-ce que les audiences sont les mêmes? Est-ce que le lecteur de Capital, par exemple, est aussi celui qui visite le site internet Capital? Il y a une duplication et elle est très faible au final. Il y a une moyenne entre nos marques qui est entre 5 et 15% de duplication selon les panélistes, entre nos audiences digitales et nos audiences magazines. L'exemple, c'était les loisirs où on a aujourd'hui une audience digitale qui est supérieure à celle du print et on a seulement 8% de duplication. Donc le digital amène vraiment une audience supplémentaire. Donc à l'inverse, je ne sais pas ce que nous amènerait une version papier d'une marque pure web aujourd'hui. Ce qu'elle amène sûrement, et Marmiton l'a prouvé, c'est quelque chose qui est plus référent, qui en termes de lecture et pour aussi… séduire peut-être de nouveaux lecteurs, créer des contenus web pour peut-être attirer des lecteurs vers le papier? Alors, un peu les deux, pour séduire de nouveaux lecteurs, mais aussi pour aller chercher de nouveaux lecteurs, mais aussi pour rassurer et pour donner quelque chose qui soit plus référent pour l'utilisateur. Le papier reste quand même quelque chose d'assez symbolique et pour les utilisateurs. Donc Prisma, plus qu'un groupe de presse, c'est vraiment un groupe média maintenant à part entière. Alors c'est devenu un groupe média depuis qu'on l'a rebaptisé Prisma Média, alors que c'était historiquement Prisma Presse. D'accord. Et à l'avenir, justement, comment on peut envisager l'avenir? Est-ce que la part de la presse va diminuer, la part du numérique va remplacer la presse peut-être à terme? Je pense même que la part du numérique va nous permettre de grandir. Il y a des revenus supplémentaires. Des revenus et une audience. C'est-à-dire que, cannibalisation. exactement. Il y a quelques années, Prisma, dans ses argumentaires de vente, disait on touche entre 30 et 32 millions d'utilisateurs grâce à nos magazines. Aujourd'hui, on en touche 34. Alors, comme vous le savez, la diffusion des magazines baisse tout doucement. C'est le web et tous les supports digitaux qui viennent amener une audience complémentaire. Donc ça nous permet en fait, d'élargir en effet notre… Aujourd'hui, le digital, c'est 10% de vos activités, non? Plus ou moins? À peu près 10%, oui. En 2013, voilà. Ok. Donc aujourd'hui, quand vous lancez une marque, finalement, c'est plus une marque de presse, c'est vraiment une marque média destinée à être sur tous les médias et à avoir des contenus sur tous les médias. Exactement. Alors, on raisonne vraiment, et c'est ce que je vous disais, dans les modes de production le plus tôt possible, à pouvoir faire quelque chose qui puisse être diffusé, quel que soit le support. Donc ça veut dire quand même qu'il faut être complètement agnostique en termes de format, en termes de support, et de se dire ça peut aller n'importe où. Alors il faut s'affranchir des droits, bien évidemment. Il faut avoir quelque chose qui puisse être réécrit selon les supports. Quand on est web, comme vous le savez, il faut pouvoir aussi être Google compliant, donc il faut pouvoir réécrire un peu certaines accroches, mais l'idée c'est de pouvoir diffuser le plus tôt possible, de réfléchir à tous les supports. Vous évoquiez le cas Google, il y a une initiative récemment lancée par des groupes allemands et français, donc Lagardère, Axel Springer et CSM Benchmark, qui du coup attaquent Google pour abus de position dominante devant la Commission européenne. Pourquoi est-ce que Prisma ne s'est pas associé à cette initiative? Alors Prisma est associé au travers du geste à cette initiative. Donc on le suit depuis le début avec les interlocuteurs aujourd'hui qui sont au premier plan et ça s'est accéléré. On a vocation à être aussi nous plus actifs dans cette démarche. Bien évidemment, bien évidemment, on adore Google. Il nous apporte énormément de choses, il nous fait réfléchir, il nous apporte une audience quand même non négligeable. Mais la position qu'il prend, qui est à la fois sur l'apport d'audience et le service au client, mais en même temps des revenus et sa propre position qui lui permet de gagner plus, il y a quelque chose qui est pas très sain pour l'économie numérique. Les propositions formulées auprès du commissaire à la concurrence, est-ce qu'elles vous semblent satisfaisantes? Beaucoup disent qu'elles ne sont pas satisfaisantes en fait. Elles ne sont pas suffisantes. D'accord, il faut qu'on aille plus loin dans le… Exactement. D'accord. Mais la presse, vous y croyez encore à l'avenir? Vous y croyez chez Prisma? Ah bien sûr, 100%. Ça reste votre activité centrale? Mais comme vous le disiez, on est ravis de voir que le digital pèse 10%, le reste c'est 90%, donc ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de lecteurs. Et moi je suis persuadé que certains modèles de magazines forcément risquent de disparaître plus vite, mais il y a des magazines institutionnels qui sont référents comme Géo ou comme Capital ou même des magazines People, même si l'info People existe aujourd'hui. L'audience se maintient sur les magazines? Ah, tout à fait, même depuis le début de l'année, je ne sais pas si c'est lié à l'information qui a pu être dévoilée, mais un magazine comme Voici a des audiences en hausse
par rapport à l'année précédente. Sur votre secteur, il y a quand même eu peu de lancements papier. Il y a eu Vanity Fair par Condé Nast. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui lancer ex nihilo une marque papier qui serait déclinée bien évidemment sur le web? Alors on en a lancé deux depuis 2 ans. On a lancé Néon, le magazine qui est passé d'un rythme 6 par an à mensuel. Et puis on a lancé Harvard Business Review. Alors c'est une marque qui est connue certes, mais il y a une confiance quand même qui nous a été donnée par l'éditeur aux États-Unis pour publier ce magazine en France. Et c'est un magazine en plus qui a un prix assez élevé puisque c'est 18 €, ce qui est quand même assez inhabituel. Mais quand on voit la réaction du public et les ventes qu'on a réalisées, on pense que la valeur est reconnue. Et je ne peux pas dévoiler aujourd'hui, mais on a des projets de lancement de marques, de nouvelles marques. Marque de presse. De marque de presse. Enfin, on ne peut pas dire marque de presse, oui, marque média. Voilà. Mais nouvelle, exactement. Aussi sous version papier. Alors si vous croyez tant que ça à la presse, on a vu le groupe Lagardère a vendu des titres à Reworld Media. Pourquoi n'avez-vous pas racheté finalement ? Alors c'est aussi une question de à quel moment ça se présente par rapport à où est-ce qu'on en est nous en tant que groupe. Il y avait des magazines très intéressants dans la proposition, il y en a qui l'étaient moins ou qui collaient moins aussi à la stratégie du groupe en termes de contenu. Et puis est-ce qu'on a la capacité à absorber et à déployer la démarche que vont faire les deux sociétés qui ont racheté ces titres? La réponse était non, c'était compliqué pour nous dans la situation actuelle de pouvoir faire ça. Les effectifs, exactement. Et puis on a des exigences économiques assez forte. Ça permet aussi aujourd'hui d'afficher des résultats très positifs pour le groupe Prisma, ce qui quand même pérennise d'une certaine manière la possibilité d'investir et de réinvestir sur des développements nouveaux. On voit que les groupes médias flirtent de plus en plus avec l'e-commerce. Vous avez lancé une initiative de couponing avec Téléloisirs. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va devenir stratégique par la suite en fait? Alors, je ne sais pas si c'est stratégique, c'est certainement… Non, tout ça, c'est l'objet de la diversification des sources de revenus qu'on a envie de mettre en place. Et puis ça dépend des cibles. Donc oui, le couponing, c'est assez nouveau, on le teste. Mais le e-commerce, ce n'est pas nouveau pour nous. On vend aujourd'hui entre 20 et 30% de nos abonnements print sur une boutique qui s'appelle Prisma Shop. Donc le e-commerce, c'est déjà maîtrisé par le groupe Prisma. Et les magazines numériques, on le sait, ça ne se vend pas beaucoup. Alors comment remédier à ça? Pourquoi ça ne marche pas d'ailleurs? Alors, je pense que il y a plusieurs ingrédients qui doivent être réunis pour que ça fonctionne. Il faut déjà qu'il y ait une lecture qui soit correcte. On y travaille, c'est pas abouti encore aujourd'hui. Et puis, on pourrait faire quelque chose qui soit assez magique. Il y a beaucoup de magazines qui ont sorti des versions sur tablette qui sont assez magiques. Mais finalement, est-ce que c'est pas trop en avance par rapport à ce que l'utilisateur est capable, lui, d'absorber en termes d'innovation? Ça peut être dans une volonté un peu de préempter, d'être dans une stratégie d'investissement pour le futur, non? Aussi. Certainement, mais on y travaille aussi. On met en ligne nos magazines dans des versions qui sont assez simples. Mais une fois qu'on a mis le magazine, il faut qu'il y ait aussi une solution de paiement qui soit, comme je vous disais, qui soit efficace. Ce n'est pas le cas partout. Je sais qu'aujourd'hui, ou ces jours-ci, Google va lancer son kiosque Google Play. Et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus puissants sur les tablettes notamment. Et ils n'ont pas une solution qui est hyper fluide pour la transaction. Et on le voit, les ventes fonctionnent très bien dans le modèle Apple, fonctionnent moins bien aujourd'hui dans le modèle Google. Donc j'espère que ce genre d'initiative va aussi nous permettre d'avancer. Donc à l'avenir, vous comptez vraiment développer les lectures numériques, les magazines numériques? Ah, bien sûr. Vous pensez que les lecteurs, on lira finalement dans 10 ans, tout le monde lira son magazine sur iPad ou sur les autres supports? Encore une fois, pas tout le monde. Il y a des populations qui sont plus ou moins intéressées. Aujourd'hui, un de nos magazines, enfin les magazines qui se vendent le mieux chez Prisma en version digitale, c'est Voici, Capital et Management. C'est les meilleures ventes papier aussi? Alors, ce ne sont pas les meilleures ventes papier. Les meilleures ventes papier, c'est les magazines télé ou Femmes Actuelles. Donc, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Et chacun pour des raisons complètement différentes. Voici, je pense qu'il y a des consultations qui se font un petit peu dans son coin. Capital Management, ça correspond à la cible qui est aujourd'hui sur tablette. Jeune, CSP+, urbain, et donc qui aujourd'hui dispose d'une tablette. Donc, vous voyez, il y a des opportunités de croissance. Je ne pense pas que tout va être transféré, mais d'un magazine à l'autre, il y a en effet des transferts plus ou moins forts. Pourquoi se développer sur le digital finalement? Parce qu'on le sait, on ne monétise pas encore très bien ces supports. Alors finalement, ça coûte peut-être plus que ça rapporte encore?
Aujourd'hui, on ne perd pas d'argent. Vous ne perdez pas d'argent? Non, on ne perd pas d'argent à le faire. Donc c'est pour développer le groupe que vous faites ça. Basculement des usages aussi, j'imagine. Oui, exactement. Alors on étudie des solutions, on étudie en interne aussi des solutions techniques, technologiques pour pouvoir faire quelque chose qui soit intéressant pour l'utilisateur. Une fois qu'on a la solution, il faut la faire connaître et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc on essaie d'avoir quelque chose qui suit le marché et au moment où on pense qu'on est un petit peu en avance, on pourra basculer. On fait des tests, on a fait récemment des tests avec des versions gratuites de magazines comme Femme Actuelle ou Gala. On va faire un test aussi avec un magazine gratuit qui s'appelle Gala Beauty, qui va sortir prochainement, avec des ergonomies qui vont commencer à aller un petit peu plus loin que simplement la duplication papier, tablette. Cette mutation n'est pas toujours facile à transporter en interne. Comment est-ce que vous fonctionnez d'un point de vue organisationnel? Est-ce qu'il y a une cellule mobile ou est-ce que finalement le mobile est infusé un peu dans toutes les rédactions? Comment est-ce que vous organisez? C'est la grande question, je pense, de tous les groupes médias. C'est cette mutation d'un modèle destiné au print uniquement vers le mobile. Donc on essaie, je pense qu'il ne faut pas afficher massivement un changement brutal et en disant maintenant vous produisez pour tout et il y aura forcément des barrières. Donc on y va en douceur. On a commencé certaines rédactions. Il y a des spécialistes du mobile, il y a des spécialistes des contenus vidéo et eux vont aider les rédactions à produire dans un modèle vidéo, dans un modèle mobile. Les community managers qui sont aussi une nouvelle profession. Faire collaborer la rédaction, le marketing et tout le monde ensemble pour donner des contenus finalement que les gens trouvent facilement et intéressants aussi. Exactement. Et d'une rédaction à l'autre, c'est forcément très différent. Quand vous faites un hebdomadaire ou un mensuel, quand vous faites un journal de news et d'actualité très fraîche et assez courte, et un mensuel d'actualité, d'enquête très approfondie, c'est pas tout à fait la même chose. Donc forcément, vous êtes obligé d'avoir une approche qui est différente. Par contre, ce qu'il faut, c'est économiquement apporter des outils qui nous permettent de grandir le plus vite possible sans créer des à-coups, sans avoir des différences trop fortes en termes de matériel. Alors Prisma, vous avez un vrai savoir-faire print, mais est-ce un atout sur le web? Finalement, vous savez faire des couvertures de magazines, mais est-ce que vous savez faire aussi des homepages de sites? Est-ce que c'est un atout pour se développer? Ce qui est un atout, c'est d'avoir une capacité de production de contenu de qualité et en volume important. Ça, c'est un atout. Alors, on sait faire des unes de magazines, en effet, elles marchent bien, c'est un des actifs historiques du groupe. Je pense qu'on a appris à faire des unes de sites qui fonctionnent pas mal. La preuve, je reprends Télé Loisirs, la une, elle c'est le plus gros succès sur Internet, Télé Loisirs? Oui, sur tout ce qui est digital, c'est le plus gros succès. C'est 7,6 millions de visiteurs uniques par mois, c'est 1,5 million de visiteurs uniques par jour, et qui passe par la une parce que vous avez une synthèse du programme, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir. Donc c'est une approche qui est aussi différente du magazine, vous avez des grilles complètes, une semaine, 2 semaines, là c'est juste ce soir. Donc on a bien différencié complètement et on a appris. Depuis 3 ans où j'ai pris les activités digitales du groupe, on a fait venir des compétences plus dans des sujets tels type le SEO, l'ergonomie, de manière à pouvoir développer nos sites. La dernière réalisation, c'est le site Gala, donc qui montre tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur un terme d'ergonomie pour un site. Vous parlez de SEO, mais justement, avec tout le marketing sur Internet, est-ce que finalement les articles ne sont plus dénués de sens? Est-ce que c'est pas finalement maintenant des articles uniquement marketing et sans contenu véritable? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vois bien où vous voulez en venir. Non, c'est la rédaction. Est-ce que les ordinateurs vont écrire des articles bientôt? Est-ce que Melty, par exemple, dont le rédacteur en chef est un peu une sorte d'ordinateur géant, est un modèle qui vous paraît pérenne? Alors ça, c'est une sorte de raccourci parce que… Bien sûr, j'ai caricaturé, mais c'est un peu ce qu'on dit. Voilà, le navire amiral, c'est Google. On regarde un peu les tendances et finalement… Alors, mais les tendances, le seul intérêt de Google, c'est que ça permet d'aller plus vite. Mais le journaliste, il est forcément intéressé d'écrire sur quelque chose qui va intéresser le plus de public possible. Google vous aide à aller plus vite et à répondre dans les minutes qui suivent parce que le contenu que vous allez écrire va réagir dans les heures qui suivent et après c'est fini. C'est tout. Mais le journaliste, fondamentalement, a envie d'écrire quelque chose qui va plaire ou qui va faire réagir son public. Et donc, le métier de journaliste, est loin, il est très indépendant de la publicité ou de quoi que ce soit d'autre. Pour en revenir au digital, on a une question de NYT qui demande: vous parlez d'augmenter votre présence digitale, mais quels sont les facteurs clés de succès?
les facteurs clés La de succès, vidéo c'est-à-dire- peut-être, on parlait de la vidéo tout à l'heure, vraiment axé avec le studio peut-être, des productions audiovisuelles peut-être. Non, il y a forcément, on veut augmenter notre production digitale, ça veut dire produire plus déjà. Donc ça veut dire en effet encore plus mutualiser les rédactions que ce qu'on fait aujourd'hui. Elles ne sont pas toutes mutualisées pour pouvoir produire plus de contenu. Donc il y a ce principe déjà. Aujourd'hui, on a aussi, on reçoit des millions de photos chez Prisma chaque année pour tous nos magazines. Aujourd'hui, on peut mettre en ligne beaucoup plus et on a pris le parti de développer beaucoup plus la proposition de photos. Donc c'est aussi une autre étape. Et bien évidemment, la vidéo. Donc c'est une démarche nouvelle pour le groupe, aussi bien en faisant des zappings pour la télé, mais aussi en faisant nos propres productions. Sur la télé, sur... Créer des vraies séries à terme. Des vraies séries, oui, exactement. Enfin, Max, le supporter, c'est une série qui va durer pendant toute la Coupe du Monde. Elle n'est visible que sur l'équipe et sur Télé Loisirs. Et c'est notre signature. C'est le principe qu'on a envie de faire passer aux utilisateurs de vision de toute l'actualité sportive à la télé avec un côté un peu humoristique. C'est des contenus que vous essayez de brander ou absolument pas? Typiquement, Max le supporter, ça pourrait être un contenu proposé par une marque qui a envie de communiquer auprès de la cible qui regarde le football. Forcément, on cherche aussi quand même un modèle publicitaire. La vidéo est gratuite dans ce cas-là, donc forcément, on cherche un modèle publicitaire. Donc on l'a fait avec plusieurs types de contenus par le passé, où on a eu des sponsors qui sont venus parrainer des séries d'émissions sur la fin de l'année dernière, comme Orange Ciné Série ou Coca-Cola, qui sont venus en effet s'attribuer notre contenu et on a continué à produire justement grâce à leur soutien publicitaire. Et créer des émissions, des débats peut-être, vous y pensez aussi? On l'a déjà fait, Femme Actuelle le fait, en faisant intervenir aussi des lectrices, soit entre elles, avec un journaliste, ou alors avec des personnalités. Donc ça, c'est encore un axe de développement peut-être pour les autres titres. Capital peut-être des interviews télévisées avec les grands chefs d'entreprise. Ouais, complètement. L'interview, et surtout on a la chance d'avoir des journalistes et un réseau qui nous permet de le faire. Ce sont les audiences les plus fortes qu'on ait vues sur Télé Loisirs en vidéo. Un de nos meilleurs scores a dépassé le million de vidéos vues. On parle quand même de quelque chose qui est aussi dans les mesures de ce que c'est faire YouTube ou Dailymotion. C'est l'interview, c'est une interview. Je ne me souviens plus de la personnalité, ça me reviendra peut-être, mais en tout cas, les interviews, c'est quelque chose qui est très exclusif, qu'on peut s'attribuer, et ça fait beaucoup d'audience. Alors justement, on a une question d'un internaute à ce sujet. YouBuzz vous demande, vous avez dit dans une précédente interview, une vidéo vue de moins de 100 000 fois n'est pas profitable. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? On parle d'une vidéo de qualité, c'est-à-dire qu'on peut produire des vidéos à quelques centaines d'euros. Je pense que ça ne fera pas beaucoup d'audience, de vidéos vues. Et derrière, on ne gagnera forcément pas beaucoup d'argent. Donc, une vidéo de qualité qui va coûter 1000, 1500 euros, où il faut en effet ce type d'audience si on veut réussir à bien la monétiser. 100 000 vues sur une vidéo, c'est quand même... c'est pas toujours atteignable. Typiquement, une interview politique diffusée sur vos sites, je ne suis pas certain qu'elle atteindrait les 100 000 vues, non? On n'a pas vocation à diffuser beaucoup d'interviews politiques sur nos sites encore, hein, peut-être ça pourrait venir. On est vraiment dans un modèle entertainment. Faire le buzz aujourd'hui sur les... On aime bien faire le buzz, ouais, mais c'est très entertainment. Ou alors c'est pédagogique un peu, comme un site comme Femme Actuelle ou Prima sur le loisir créatif. Ça ne fait pas les mêmes audiences, mais ça ne coûte pas non plus très cher à produire. Voilà, il y a différents modèles. Donc c'est vrai que cette phrase a été très reprise sur le web. C'était il y a un an, on le rappelle. Ça se pérennise un peu, mais c'est en effet une notion toujours valable. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric Daruti d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro des Décideurs du Net.